3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en cette période de finale NBA? J'espère que vous êtes autant hypés que moi, et tant qu'à faire là, commencez par me mettre votre pronostic en commentaire. Entre la grosse preview qui a eu lieu sur Twitch là jeudi, et tous les débriefs que je fais aussi là-bas les lendemains matin, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ces finales NBA en ce moment, même si ce n'est pas sur YouTube. Voilà pourquoi je pense que mercredi, vous avez préféré que cette fois-ci on parle de Luka Doncic, en mode coast to coast. Là, ce qu'on va voir, c'est que cet été, après l'exploit des finales de conférence, les Mavericks sont du pain sur la planche. Il va falloir trouver comment recruter pour apporter un maximum de soutien à Luka Doncic. Tout ça semble essentiel aux yeux de tout le monde. Le souci, là, justement, on va l'étudier, c'est que ces choses-là sont bien plus faciles à dire qu'à faire. Pas mal d'éléments qu'on va creuser rendent les choses ultra compliquées, et voilà pourquoi je me pose la question du réalisme des ambitions des Mavs pour cette intersaison. Des choses à débunker, il y en a un paquet, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Luka Doncic est-il impossible à entourer? Pour commencer, parlons du contexte des Mavericks un peu cette saison. Après avoir perdu 2 ans de suite au premier tour, Dallas a fait un énorme pas en avant cette année en sortant les Suns favoris au deuxième tour et en atteignant la finale de conférence sous la houlette d'un Luka Doncic exceptionnel qui offensivement a atteint un plafond d'une hauteur difficilement égalable. Aujourd'hui, le Slovène peut clairement revendiquer une place parmi les tout meilleurs joueurs NBA. Et pour les gars de ce calibre, il n'y a qu'un seul vrai objectif, le titre, le seul Graal. Le truc, c'est que si l'on regarde rapidement les rosters des 4 équipes qui jouaient les finales de conférence, les Mavs sont la seule qui ne dispose que d'un seul All-Star. Là, clairement, les Texans ont dépassé toutes les attentes qui étaient placées en eux, malgré une finale de conférence perdue face aux Warriors dont ils peuvent repartir la tête haute. Toutefois, ils ne peuvent pas se satisfaire de ça et se reposer sur leurs acquis. Maintenant, il faut viser plus haut. Sauf que ça, c'est facile à dire, mais comment viser plus haut? C'est bien la question. Du coup, déjà, regardons un petit peu quelles sont les pièces majeures de l'effectif. À Dallas, on a Luka, mais à côté, c'est plus compliqué. Il ne faut pas se le cacher. Spencer Dinwiddie et Jalen Brunson ont réalisé de très bons matchs en playoff. Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock sont de très bons soldats dans leur costume de 3&D, mais avouez-le, ça ne fait pas non plus rêver. Il faut aussi peut-être compter sur Tim Hardaway Jr. qui aurait pu être utilisé pendant cette post-season. Mais dommage, il était blessé. Par contre, c'est vrai qu'en marquant sa quinzaine de points par match en moyenne, il aurait pu être utile. Cependant, est-ce que sa présence aurait réellement changé toute la face du monde? Soyons francs, non. L'effectif était vraiment trop limité. J'ai beau avoir adoré Brunson, qui pour moi a été l'une des plus belles surprises de ces playoffs, mais non seulement il est free agent, on en parlera plus tard, mais en plus de ça, je ne suis pas certain qu'il ait le profil de bras droit comme je l'entends, même si je l'avoue, il ne faut pas lui enlever, la qualification au premier tour face au Jazz lui est au moins due en grande partie. De son côté, Spencer Dinwiddie, même si je l'ai bien aimé, notamment en saison, me semble beaucoup trop irrégulier pour peser de façon significative. Dans ce roster de Dallas, il y a donc de gros trous, et je n'ai même pas parlé encore du secteur intérieur. Jouer small ball, c'est bien, mais ça a des limites, quand on voit comment Kevon Looney a dominé la raquette des Texans, là, pendant la finale de conférence, au rebond, en défense ou en attaque, ça devient évident. À Dallas, offensivement, on a un jeu plutôt stéréotypé, on reviendra dessus là aussi, et face à un coach expérimenté comme Steve Kerr, tu peux vite te casser les dents. On fait de l'ISO en abondance, du pick and roll de temps en temps, et pas grand chose d'autre. Parce que oui, les Mavs en NBA représentent l'équipe qui joue avec le tempo le moins élevé, et là il n'y a pas de secret, si on se prive des points faciles que peuvent apporter les contre-attaques, il faut être élite sur demi-terrain, et présenter tout un tas d'armes variées, ce qui ne semble pas être le cas de l'équipe actuellement. Si l'arrivée de Spencer Dinwiddie en cours de saison a fait du bien sur bien des plans, elle ne semble pas avoir amélioré ce souci dans le secteur. Et oui, selon les stats de Synergy Sports, à Washington, il était tout simplement le joueur le moins efficace de toute l'équipe sur le jeu en transition. Donc tout ça, ça pique. Maintenant, tout n'est pas acheté du côté de Dallas, et Jason Kidd, d'une certaine mesure, a essayé d'exploiter tout ça à l'extrême. En faisant avec les armes qu'il avait, il a donné à Luka toute la liberté du monde pour créer, pour jouer en ISO avec son talent offensif exceptionnel, tout en l'entourant de shooters qui pouvaient profiter de sa gravité pour trouver des positions et sanctionner. Même si ça a des limites, car évidemment, dans le basketball, il y a des jours où ça ne rentre pas, ça a porté ses fruits. Une finale de conférence Ouest, ce n'est pas rien. Néanmoins, à Dallas, maintenant, pour step up, il faut trouver des solutions, et pour dégager la meilleure, commençons par étudier le profil de jeu de Luka Doncic, la pierre angulaire du dispositif de Jason Kidd. Bon, pour ça, je vais pas y passer des heures non plus. Ses qualités, notamment, je les dresse dans une vidéo qui est sortie il y a quelques mois sur la chaîne, où je me demandais si Luka Doncic pouvait être l'élu. Ceci dit, ça ne nous empêche pas au moins, en quelques minutes, de parcourir les grandes lignes, et aussi de voir ce qui ne va pas. Bon, déjà, je ne vais pas en faire des tonnes sur son talent offensif balle en main, on le connaît. En ISO, même s'il n'est pas le plus rapide ou le plus athlétique du monde, le Slovène, grâce à sa lecture des défenses, ses appuis et ses fondamentaux, est juste un talent générationnel. Le voir dominer les défenses adverses de la sorte seulement grâce à son cerveau et sa science
l'intelligence du jeu a définitivement quelque chose d'unique. Sur ses drives, il a un côté inarrêtable, mais il peut également tout à fait varier son jeu, avec des pull-ups grâce à son excellent step back. Il est tout à fait normal que quand t'as un joueur qui est ce genre de qualité, t'aies envie de lui en demander beaucoup, mais trop c'est trop. Cette saison, il est tout simplement le joueur qui porte le plus la balle dans la grande ligue, en l'ayant dans les mains 37% du temps des possessions offensives des Mavs. Non seulement ça l'épuise, mais en plus de ça, ça rend le jeu des Texans prévisible, avec des adversaires qui, si on grossit le trait, n'ont qu'à organiser leur défense autour de lui. Et oui, même si face à Phoenix, Doncic a réussi à cibler Chris Paul, qui se retrouvait bien souvent dépassé, et sans aide, ça n'a pas été la même histoire face aux Warriors. En pratiquant une défense box and one, avec Andrew Wiggins en fer de lance et 4 autres joueurs derrière prêts à dépanner, Steve Kerr a réussi à mettre le doigt pile là où il fallait pour enrayer la machine. Parce que ouais, en playoff, on pouvait s'y attendre, Magic Luka est le joueur qui évolue le plus en ISO devant Giannis Antetokounmpo et devant James Harden. Il suffit donc de couper cette rampe de lancement, si on schématise, encore une fois, pour embêter et mettre en difficulté tout le jeu des Mavericks. Et le vrai souci, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas le choix, parce que quand Doncic n'a pas la balle en attaque, il devient complètement inoffensif. Kidd a donc décidé d'aller là-dedans à fond, de lui laisser un maximum de liberté, et de toute façon, il n'avait pas des milliards d'autres solutions. Il fallait que Luka ait un maximum la gonfle entre ses mains. Alors vous allez me dire que quand il lâche la balle, il suffit de l'utiliser en floor spacer, dans les corners, sur du catch and shoot, mais c'est la même, il n'en prend qu'un seul par match, pour une réussite médiocre de 23%. En d'autres termes, le Slovène ne met même pas un shoot dans ces situations tous les 4 matchs, c'est très peu. Rien que ça montre déjà qu'il faut réfléchir à des profils particuliers lorsque l'on veut l'entourer, mais ce n'est pas tout. Bien que le Slovène ait semblé faire des progrès défensifs sur la deuxième partie de saison, tout s'est volatilisé en playoff. Il a beau anticiper certaines trajectoires de balles grâce à son QI basket, en 1 contre 1, face à des attaquants élites, il ne fait pas le poids. Et encore plus en playoff, face à des équipes qui s'adaptent à lui, ce trait devient encore plus visible. Sur beaucoup d'actions, il peut remercier Reggie Bullock ou Dorian Finney-Smith de venir constamment en aide. Puis lorsque l'on creuse sur cet aspect, il devient évident que dans cette situation, sa surutilisation en attaque ne l'aide pas du tout. Doncic se crève à la tâche offensivement et n'a souvent pas l'énergie suffisante pour être performant de l'autre côté du terrain, où il a tendance à se reposer. Ajoutons à ça les moments où il préfère aller voir l'arbitre pour négocier une faute plutôt que de jouer le repli, et la conclusion est fatale même si elle est sévère. Luka Doncic peut être un maillon faible défensivement, et définitivement dans ce secteur, il a besoin de soutien. Tout ça nous donne encore plus de pistes sur le profil idéal des joueurs qu'il faudra pour l'entourer. Et puis pour encore argumenter et préciser mon propos, ce qui ne joue pas dans son sens régulièrement, c'est sa condition physique. Tous les étés, et c'est tout à son honneur, il va jouer pour la sélection nationale, et là-bas aussi il donne tout. Résultat, il arrive épuisé, et est obligé de prendre des jours pour lui, durant lesquels il semble bien profiter. Il a raison, car il en a besoin, et débarque au training camp bien souvent hors de forme, avec plusieurs kilos en trop. Cet été-là qui arrive, avec la Slovénie qui va jouer l'Euro, et les qualifications pour la Coupe du Monde ne devraient pas être de tout repos, et une telle situation pourrait à nouveau avoir lieu. En octobre dernier, là, des rapports médicaux affirment qu'il est arrivé avec 6 kilos de trop par rapport à son poids de forme au training camp des Mavericks, c'est too much. Bon, bien sûr, ensuite, plus la saison avance et plus il retrouve sa shape avec l'enchaînement des matchs, heureusement. Ceci dit, il faut être conscient que comme ça, il s'use plus que de raison, et le risque d'arriver complètement cramé en playoff est bien présent. Difficile donc, avec cette condition physique et cette forme, quand en plus de ça, t'as joué autant de matchs pendant la saison, d'être performant en attaque et en défense, quand le moment le plus important de l'année montre le bout de son nez. Bon, après, dit comme ça, si on écoute que les dernières minutes de mon discours, on dirait que je suis vraiment un hater de Luka Doncic, mais rassurez-vous, il n'en est rien. Si j'en suis à passer du temps sur ses faiblesses, c'est que ses qualités, honnêtement, on les connaît. Et si à Dallas on veut recruter de la meilleure façon possible, c'est que justement, il faudra trouver des joueurs qui compensent au mieux les domaines dans lesquels le Slovène performe le moins. Et puis à seulement 23 ans, évidemment qu'il en a encore des progrès à faire, le Luka, encore heureux. Du coup, pour recruter, du côté des Mavs, il faudra faire en fonction du profil de Luka, mais aussi du cap. Et oui, impossible de contourner les règles de la NBA à ce sujet. Et le souci, c'est que financièrement, la marge de manœuvre de l'équipe texane est tout sauf importante. Bien sûr que toutes les teams aimeraient recruter Giannis, Jokic ou KD, sauf que non seulement ils ne sont pas disponibles, mais en plus de ça, les Mavericks n'ont pas du tout les moyens en termes de salary cap. Et ça, on va le voir encore, ça peut apporter de vraies limites pour ce qui est d'entourer Luka Doncic. Parce que oui, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'extension Supermax de 212 millions sur 5 ans du Slovène prendra effet la saison prochaine. De plus, sans même compter Jalen Brunson, dont on évoquera la situation ensuite, l'équipe a déjà 13 joueurs sous contrat. Le roster est limite déjà au complet, et se retrouve au-delà de la limite de la luxury tax sans même avoir fait un seul recrutement. Si vous connaissez un petit peu les règles, vous commencez à comprendre, je pense, à quel point il sera difficile pour eux de viser un gros free agent. Quand je me demande si Luka Doncic est impossible à entourer, il faut prendre aussi ce facteur en compte, c'est essentiel. Pour faire simple, sans compter les two-way players, seuls quelques joueurs peuvent libérer un petit peu de cap dans l'équipe de Mark Cuban. Le premier c'est Trey Burke, mais s'il active sa player option à 3,3 millions, les Mavs n'auront pas le choix que de faire avec. Puis viennent Maxi Kleber et Frank Ntilikina, dont les contrats ne sont pas garantis, mais les concernant, je ne suis pas sûr que Dallas fasse une croix
croient dessus. Ensuite arrive Jalen Brunson, dont le contrat ne libérerait que 1,8 million de cap. Tout ça, ça ne fait pas baiser. Surtout que concernant Jalen Brunson, Mark Cuban l'a déjà dit, c'est sa première priorité pour cet été. Donc avec tout ça, quoi qu'il arrive, c'est déjà acté, il va devoir payer un paquet en termes de luxury tax. Parce que ouais, si l'on regarde ce qui s'est passé pendant les playoffs, je pense qu'il n'y a que peu de joueurs qui ont réussi à augmenter leur valeur autant que Jalen Brunson. Le mec attire les convoitises et devrait pouvoir choper sans broncher un contrat longue durée autour de 20 millions de dollars la saison. Si c'est vraiment la priorité de Cuban et que Dallas veut s'aligner sur la concurrence, l'addition risque d'être très salée. Au cours de cette post-season, Brunson a montré qu'il pouvait être un excellent scoreur capable d'évoluer avec Luka. En capacité d'évoluer avec ou sans le ballon, il a tourné à plus de 21 points à 47% de réussite au tir pendant cette post-season, c'est méga fort. Des dollars, il va en vouloir, plus que ses 1,8 millions actuels, et si une team est prête à sortir le chéquier, ce qui devrait arriver, Cuban n'aura pas le choix que de s'aligner s'il veut garder son gars. Brunson est dans la force de l'âge du haut de ses 26 ans, et pour lui, c'est le moment plus que jamais de remplir le compte en banque. De toute façon, pour faire simple, qu'il le conserve ou non, les Mavericks ne pourront absolument pas être actifs sur le marché des free agents, alors autant tout faire pour le garder. Sauf que du coup, si on revient à notre sujet du jour, ce qui apparaît clair comme de l'eau de roche, c'est que les Mavericks n'auront qu'une seule solution pour recruter, le marché des transferts. Alors pour étudier ce que l'équipe pourra faire, étudions déjà les assets qu'elle pourra proposer lors d'un trade. Le premier que je vais évoquer, c'est Sterling Brown. Du haut de ses 27 ans, il ne semble pas vraiment être un joueur sur lequel Dallas va compter. Sa valeur sur le marché est quasiment nulle, sauf qu'avec son petit contrat de 3 millions de dollars qui est expirant l'été prochain, il pourrait servir d'assets pour compléter un transfert. Frank Ntilikina, Marquis Chris et Trey Burke, qui eux aussi seront free agent en 2023, sont dans le même bateau. Ils sont des joueurs avec des qualités, qui n'ont pas une valeur fantastique sur le marché, mais qui peuvent rendre des services dans leur domaine et satisfaire certaines teams qui ne prendront aucun risque en les signant au vu de leur contrat expirant. Bon, tout ça c'est joli, mais je crois qu'on en est vite conscient, ça ne suffit absolument pas pour faire venir une star. Par contre, un asset qui pourrait plaire un petit peu plus et qu'il faut prendre en compte, c'est Josh Green et ses 21 ans. Après une saison rookie discrète, il est monté en puissance lors de sa saison sophomore. Il ne fait encore rien d'exceptionnel, mais le potentiel est là. Fort de ses qualités athlétiques et de sa défense, il a développé un petit shoot de loin à peu près fiable. Si une team pense à l'avenir, Green pourrait les intéresser, mais lui non plus ne suffira pas pour faire venir un gros nom. De toute façon, pour ramener un bon joueur à Dallas, au vu du cap, il n'y aura pas le choix. Il faudra aussi se débarrasser de gros contrats pour matcher les salaires. Le premier auquel je pense, c'est Tim Hardaway Jr. et son contrat expirant de quasi 20 millions serait sûrement une pièce à bouger. Lui, on le sait, c'est un scoreur, plutôt unidimensionnel, et en début de campagne, il a semblé galérer avec le système de Jason Kidd. Alors même si ses qualités auraient fait du bien en playoff, je ne suis pas sûr que les Mavs comptent à fond sur lui. Le souci, c'est que le joueur s'est fracturé le pied et a manqué la moitié de la saison, et tous les playoffs. Sans parler des failles qu'il a dans le jeu, malgré son talent au scoring, sa situation pourrait inquiéter, et sa cote a forcément un petit peu baissé. Le fait qu'il ait un contrat expirant pourrait plaire à certaines teams qui voudraient libérer du cap pour 2023, mais encore une fois, ça ne fait pas vraiment rêver. La même situation existe du côté de Davis Bertans qui libérera 16 millions l'été prochain. On le sait, quand il est bien, il peut être un serial shooter, mais le truc c'est que lui aussi ne fait que ça, mais vraiment que ça, tout en sachant qu'il peut réussir à ne pas en planter un pendant parfois plusieurs semaines. Il est un joueur avec des qualités, mais super irrégulier, et surtout super surpayé. À nouveau, son contrat expirant de 16 millions peut plaire, bien sûr, mais ça ne suffira pas pour attirer un gros nom, c'est certain. Allez, tant qu'à faire aussi, dans le même genre, nous avons aussi Dwight Powell, qui même s'il était titulaire à Dallas, n'est pas non plus une foudre de guerre. En playoff, ses failles et son manque de mobilité ont été exposés, et Kidd ne l'a fait jouer que 14 minutes par rencontre. Incapable d'évoluer dans un dispositif small ball, mais incapable également en finale de conférence de contenir Looney, trop vif et trop puissant pour lui, il n'a servi que sur quelques passes lobées sur pick and roll. Alors ok, il libérera 11 millions de dollars sur un an, mais ce n'est pas lui qui fera venir un All-Star en cas de trade. Et là, que rajouter du coup pour convaincre une équipe rivale de lâcher quelque chose d'intéressant? Des pics peut-être, vous allez me dire? Eh bien ça tombe mal, ils peuvent envoyer leur first round 2022 le soir de la draft, mais ensuite c'est le néant. Ils disposent bien du pic d'Enix, protégé top 10, mais si Dallas envoie son pic 2022 en raison de cette protection, ils ne pourront pas transférer d'autres first round avant 2027. Disons-le encore, ça complique la tâche, et 2027 ça peut sembler loin pour beaucoup d'équipes. Donc ça veut dire quoi là? On ferait un trade avec Tim Hardaway Jr., Davis Bertans, Dwight Powell, Josh Green et un first pick 2022? Ouais, pourquoi pas, hein, ça libère beaucoup de salaire, mais je ne suis pas certain qu'avec ça tu puisses aller choper un gros poison. Alors je sais que ça va potentiellement piquer les fans des Mavs, mais je pense qu'il va falloir au moins un petit peu toucher à l'ossature de cette équipe de Dallas. On parlait de Jalen Brunson plutôt, et on l'a dit, il est la priorité de Mark Cuban, mais je pense que c'est le pire moment en ce moment pour le re-signer. Sa cote est au plus haut, les enchères vont monter, il faudra le payer extrêmement cher, et disons-le clairement, je l'adore, mais difficile d'imaginer qu'il sera un jour un All-Star en puissance à déjà 26 ans. Le risque que son contrat devienne toxique est réel, et pas sûr que pour entourer Doncic au mieux, les Mavs aient besoin de ça. On le sait, le mec, beaucoup d'équipes sont dessus, et si vous proposez Brunson dans un
un sign and trade, croyez-moi, le nombre de partenaires potentiels de transfert va se multiplier. Si ça permet en échange de récupérer un joueur encore meilleur avec un contrat beaucoup moins dangereux, pourquoi hésiter avant d'appuyer sur la gâchette? Après, si tu ne veux pas abandonner Brunson, et je peux l'entendre, une autre piste serait Dorian Finney-Smith. Je sais qu'il a été excellent en saison en étant présent dans tous les secteurs, avant de step up encore plus quand les playoffs sont arrivés. Son match 4 face aux Suns, on s'en rappelle encore, il enfile complètement le costume du role player 3&D qui peut plaire aux autres GM, alors why not? Bon, par contre, il faut être conscient, et je le sais, qu'il est essentiel aux côtés de Luka, notamment en défense, alors le perdre pourrait faire mal. Ceci dit, dans l'effectif, on a aussi Reggie Bullock qui peut jouer ce rôle, et qui dit qu'en échange, on récupérera un autre défenseur pour aider le Slovène. Et puis si on trouve pas, même s'il y a moins de certitude là-dedans, il est toujours possible de responsabiliser Frank Ntilikina, qui, on le sait, peut rendre de vrais services dans la défense au périmètre. De plus, il faut être conscient qu'avec ses bons playoffs, Dorian Finney-Smith aussi a une excellente cote, alors c'est peut-être le meilleur moment pour le transférer. Avouons-le, si on propose un package Brunson, plus Finney-Smith, plus Hardaway Jr., plus Pick, là on peut commencer à aller chasser du gros nom. Et puis si besoin, il te restera toujours les contrats expirants de Powell et de Bertans, ainsi que le potentiel de Josh Green pour aller chercher d'autres plus petits transferts, j'aime bien ça. Du coup, n'en déplaise aux fans hardcore de Dallas, je pense que pour vraiment step up, il faudra au moins dire bye bye à Brunson ou à Finney-Smith, voire même les deux. C'est le jeu, on n'a rien sans rien, ces deux gars manqueront au public texan, c'est sûr, mais si ça permet à l'équipe de viser bien plus haut, on les oubliera vite. Sell high, buy low, comme disent les adeptes de la bourse ou des crypto-monnaies. Mais bon, après, ok, c'est bien mes idées de dépouiller la team, mais pour faire venir qui en échange? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, mais avant ça, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne YouTube? Après une période de calme plat, on est sur une très bonne dynamique en ce moment et je trouve ça vraiment super cool. Là, on a passé la barre des 45K, on s'approche de celle des 46 et celle des 50K qui est hautement symbolique se rapproche à grands pas. Alors pour qu'on y arrive et au plus vite, ce serait bien avant la fin de l'année 2022, j'ai besoin de vous, mais vraiment. Du coup, si vous aimez mon contenu et que vous n'êtes pas encore follow, go mettre pause et appuyer sur ce bouton rouge, je compte sur vous. Et puis si vous êtes des fidèles et que vous êtes abonnés depuis longtemps, go parler de mon contenu à vos potes, go partager mes vidéos sur vos réseaux, moi aussi je veux stonks. Faut vraiment que je lance cet appel parce qu'il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre la stratosphère. C'est bouleversant. Mais bref, revenons aux Mavericks, et souvent j'entends que la priorité c'est de recruter un intérieur. Je ne suis pas forcément d'accord, mais essayons de creuser un petit peu cette idée. C'est vrai que, on l'a dit, face aux Warriors, le small ball a montré ses limites, et la raquette texane s'est faite littéralement défoncer. Avoir un intérieur qui joue le pick and roll, pose des écrans et chope des passes lobées grâce au talent de créateur de Luka, c'est sûr que ça ne ferait pas de mal. Et puis j'aimerais aussi qu'il soit dur au combat, qu'il prenne des rebonds, qu'il protège le cercle et apporte de la variété offensive. Ça commence à en faire des critères. Surtout que ce n'est pas fini. Si Jason Kidd utilise beaucoup le small ball et une attaque en fer à cheval, c'est pour capitaliser au maximum sur les qualités offensives de Doncic. Le Slovène a vraiment besoin d'espace pour attaquer le cercle, sa spécialité, donc je veux que l'intérieur qui soit recruté puisse s'écarter. Si sa présence dans la peinture emmène un nouveau défenseur qui ira constamment sur Luka, ça ne m'ira pas. Et puis si je veux aller encore plus loin et que je veux vraiment trouver le fit parfait à côté de Doncic, je veux aussi d'un joueur qui ne jouera pas trop au poste et qui ne gardera pas trop la balle. On l'a dit, dans le jeu sans ballon, le Slovène est complètement inoffensif et c'est à prendre en compte, il ne faut donc pas d'un pivot créateur. C'est pour ça qu'imaginer un gars qui attirera les prises à deux sous le panier pour ressortir sur un Luka démarqué qui proposera des choses off-ball me semble inenvisageable. L'arrière depuis le Real n'a jamais joué comme ça, et à moins d'une énorme transformation, je ne vois pas de monde où d'un claquement de doigts il pourrait step up dans le domaine. Du coup, vous l'avez compris, trouver le profil de pivot idéal pour fitter avec Luka, c'est impossible, ou pas loin. Il y a tellement de cases à cocher. Il faudra donc un intérieur, c'est sûr, mais quitte à ce que ça ne fitte pas complètement, il ne faudra peut-être pas viser quelqu'un de trop gros calibre, un role player pourrait suffire. Voilà pourquoi, moi, en vrai, dans le recrutement, je miserais surtout et avant tout sur un extérieur, surtout si dans le recrutement, on perd Jalen Brunson ou Dorian Finney-Smith. Là encore, le profil parfait est difficile à trouver au vu du jeu de Doncic. Il faudra déjà d'un mec qui puisse créer un minimum, pour le soulager, apporter de la variété offensive, créer plus de danger sur les défenses adverses et qui puisse prendre le relais lorsque Doncic va souffler. Cependant, vu comment le Slovène porte la balle, il faudra aussi d'un mec qui puisse briller off-ball, qui propose des choses, des cuts et qui soit bon sur catch and shoot. Sauf que tout ça, à la limite, Tim Hardaway Jr. peut déjà le faire, ou à peu près, et pourtant ce n'est pas le bon fit, alors qu'est-ce qui manque encore une fois? Eh bien de la défense. Je veux que l'extérieur recruté soit excellent dans le domaine, qu'il puisse switcher et prendre en main toute l'équipe de ce côté-là du terrain. Là encore, ça commence à en faire des critères, surtout que je vais en rajouter un pour couronner le tout, j'aimerais bien également qu'il ait un côté clutch pour éviter que tout ne passe par Luka dans tous les money time. En vrai, j'ai essayé de réfléchir au profil parfait et le premier nom qui m'est venu en tête, c'est Chris Middleton.
Pour moi, il est le joueur en NBA qui correspond le plus à tous les critères que je viens d'énoncer. Cependant, il ne faut pas se leurrer, ce gars-là ne sera pas sur le marché. Dur donc de l'imaginer débarquer à Dallas. Là, j'imagine avec tous les points qu'on vient d'évoquer, vous vous rendez compte à quel point c'est difficile d'entourer Luka Doncic parfaitement. Mais est-ce pour autant impossible? Eh bien, c'est ce que l'on va voir en évoquant différentes cibles. Alors si on commence par l'intérieur, très souvent j'entends parler de Rudy Gobert, et c'est vrai qu'à première vue, avec sa défense et ses pics, il pourrait représenter un excellent profil. Cependant, je pense que Utah demandera beaucoup en échange de son pivot, sûrement trop, et à mes yeux, il n'est peut-être pas le fit exactement parfait. Je le rappelle, pour ouvrir des espaces à Doncic, je veux d'un gars qui s'écarte, et Rudy en est incapable. Même si avec ses gros pics qui ouvrent la voie au porteur et sa capacité à choper des balles en haute altitude, il sera très utile, je n'en doute pas, pour moi il reste trop cher pour un mec qui ne coche pas exactement toutes les cases. À Dallas, je veux un intérieur qui stretch plus, un intérieur plus mobile, c'est essentiel. Et là je ne parle même pas des déclarations plutôt moqueuses qu'ont faites Kidd ou Finney-Smith envers le pivot français qui, pour moi, ferme définitivement la porte à cette idée. Après aussi, j'entends régulièrement parler de DeAndre Ayton, et pourquoi pas. Le problème, c'est que le pivot est free agent cet été et qu'il va probablement demander le max, ou pas loin. De plus, s'il s'écarte un poil plus que Gobert, il fait partie de ces pivots qui ont besoin de la balle un minimum au poste pour briller. Puis même s'il prend des tirs à 3 points de temps en temps, il est loin d'être un stretch, vu qu'en moyenne, il n'en tente que 0,3 par match. Il n'est pas non plus un protecteur de cercle élite, donc même problème qu'avec Rudy. Phoenix ne le lâchera pas comme ça, et ça vaut sûrement pas le coup de dépenser autant pour un fit qui ne sera pas parfait. Après, moi, dans les noms que j'aime bien, quand j'ai cherché un peu, j'ai trouvé John Collins et Miles Turner. Ces deux gars seront sûrement moins coûteux sur le marché des transferts, et il y aura donc sûrement besoin de lâcher moins d'assets que pour Gobert ou pour Ayton. Évidemment, ils sont des joueurs moins bons également, cependant j'aime bien leur profil. Ils peuvent défendre, s'écarter et jouer le pick and roll, c'est plutôt enthousiasmant tout ça, et ça correspond déjà à pas mal de mes critères principaux pour entourer Luka. Il y a donc peut-être un vrai coup à tenter avec ces deux joueurs, mais désolé, encore une fois, je vais à nouveau trouver un problème. Même si Collins et Turner ont vu leur cote baisser, je pense, cette saison, sur le marché, ils gardent, à mon avis, aux yeux de leurs franchises respectives, une vraie valeur encore. Alors si tu lâches trop pour les acquérir, il sera ensuite difficile de choper un bon extérieur qui sera primordial, d'autant plus si tu abandonnes Brunson ou Finney-Smith. Alors vous savez qui serait le joueur idéal à mes yeux, un joueur dont on ne parle pas trop dans les rumeurs et qui est un petit peu sous les radars, Mo Bamba d'Orlando. Le pivot du Magic a une envergure de malade, il défend fort, protège le cercle, est très mobile et pose des gros pics. Il n'a pas besoin de la balle au poste, peut assurer sur pick and roll et année après année, il a développé un shoot de loin de plus en plus fiable, jusqu'à en prendre 4 par match cette saison. Ouais, je m'imaginais pas ça un jour de Bamba, mais cette année il a pris quasiment autant de tirs à 3 points que de tirs à 2 points. Et là, on ne serait pas sur le profil idéal ou pas loin, bien sûr, il ne sera sûrement jamais All-Star, mais quand même il pourrait boucher pas mal de trous dans ce que Dallas recherche. Et pour être honnête, je ne pense pas qu'Orlando compte énormément sur lui pour l'an prochain. Le Magic a vu cette saison une très belle éclosion de la part de Wendell Carter Jr., qui a prouvé qu'il pouvait aisément tourner en double-double au poste 5, tandis que leur first pick à la draft 2022 pourrait leur permettre de récupérer Chet Holmgren. Y aurait-il de la place à l'intérieur pour Mo Bamba au milieu de tout ça? Eh bien non, absolument pas. Je me dis donc qu'imaginer un truc construit autour d'un autre first round pour Orlando à la draft 2022 en y ajoutant Dorian Finney-Smith et Sterling Brown pourrait peut-être suffire. À Dallas tu perds DFS, c'est sûr, mais en échange tu récupères un pivot prometteur de 24 ans pile dans le profil que tu recherches. Je sais pas vous mais moi j'aime bien. Me gusta. Surtout que du coup, après une transaction comme ça, il resterait pas mal d'assets pour recruter un extérieur. Et là ces derniers temps, depuis le tweet de Mark Stein, j'entends énormément parler de rumeurs autour de Zach LaVine. Il est vrai que l'arrière des Bulls a montré cette année qu'il pouvait jouer avec ou sans le ballon, tout en étant une option très sérieuse au scoring qui peut lui permettre définitivement d'atteindre le niveau All-Star chaque saison. Offensivement, le fit avec Luka semble pas mal. Cependant, évidemment, il va être cher lui aussi, et ça m'étonnerait pas du tout que les Bulls soient tout à fait prêts à lui filer le max. De plus, LaVine, lui, va-t-il vraiment avoir envie de quitter Chicago, ville dans laquelle il se sent bien et où il a disputé ses premiers playoffs en carrière cette année? Je ne pense pas. Là, avec DeMar DeRozan, les Bulls ont montré un vrai potentiel à court terme, et l'équipe a dominé l'Est une bonne partie de la saison. Les blessures, notamment celle de Lonzo Ball, les ont beaucoup handicapés en playoff, et peut-être qu'il ne leur manque qu'un peu de vécu collectif et de défense intérieure pour viser plus haut. Donc non seulement je vois mal Zach LaVine quitter le navire dans ces conditions, mais en plus de ça, pour Dallas, j'aimerais un profil beaucoup plus défensif, vous l'avez compris. Lâcher Brunson et d'autres assets pour récupérer l'ancien du UCLA, non seulement ça fait beaucoup pour un mec qui défend si peu, mais en plus de ça, je ne suis pas du tout sûr que ça convainque les Bulls. La piste Zach LaVine donc, malgré le bien fou qu'il pourrait faire en attaque, je décide volontairement de la mettre de côté. Trop cher à mes yeux et pas assez bon défenseur surtout. Alors encore une fois, je vais essayer de viser moins haut, mais peut-être un petit peu plus réaliste. Et sur le marché, là, pas trop cher, je pense, il y a Jeremy Grant. Lui, ce n'est pas un secret, ça fait un petit moment que les Pistons veulent l'échanger pour laisser le champ libre aux jeunes. Il peut créer un minimum, exister sans le ballon, il peut shooter de loin, défendre, ok, ce n'est pas un All-Star, mais sur un terrain, il sait tout faire, ou presque. En tout cas, tout ce dont Luka a besoin. Autour de lui, Jeremy semble l'avoir dans son bagage, c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas le nom le plus sexy du monde, c'est sûr, mais son côté two-way player peut faire du bien. Offensivement, il peut être une option 2 ou 3, tout en
défendant bien de l'autre côté du terrain et évoluer au poste 3 et 4. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'à mon avis, tu n'as pas forcément besoin de te dépouiller complètement pour l'obtenir. Un contrat expirant comme celui de Tim Hardaway Jr., un jeune prometteur comme Josh Green, et peut-être des seconds tours de draft, ou alors le first round 2027 pourrait peut-être suffire, sait-on jamais. Ça fait peut-être un peu juste pour les Pistons, mais l'équipe est clairement tournée vers l'avenir, donc ils n'ont pas besoin d'assets sur le court terme. Du côté de Dallas, par contre, on ferait un vrai bon coup en faisant venir un joueur comme lui sans se dépouiller, et surtout sans abandonner Jalen Brunson. Ça, encore une fois, pour les Mavericks, j'aime bien, j'aime 2 fois bien même. Me gusta, me gusta. Bon, après, ce qui est clair, c'est que je m'en bats. Il est beaucoup plus facile de construire une équipe à ma place dans une vidéo que de faire les choses de façon réelle. Le taf de GM est difficile et rien ne dit que Orlando et Détroit accepteront les offres que j'ai imaginées pour Bamba et pour Grant. Et puis si ça se trouve, du côté de Mark Cuban et de Nico Harrison, on ne veut absolument pas de ce profil des joueurs, on n'en sait rien. Ceci dit, imaginez pour les Mavericks un 5, Brunson, Doncic, Bullock, Jeremy Grant et Mo Bamba, moi je trouve que ça a de la gueule. Ok, il n'y a peut-être toujours pas de deuxième All-Star, mais je trouve que le roster est beaucoup équilibré, sans être remanié complètement, sans être bouleversé, et ça je pense que c'est bien. Les bases sont déjà là dans le Texas, je rappelle que l'équipe est allée en finale de conférence, donc quelques ajustements pourraient suffire pour step up encore. Envoyer la moitié de l'équipe ailleurs pour en échange obtenir un Gobert ou un Lavine, qui à mon sens ne correspondent pas exactement à ce que Dallas recherche, serait une erreur je pense. On a peut-être des avis différents là-dessus, mais c'est en tout cas plutôt comment moi je vois les choses de mon côté. Alors pour finir le bilan de cette vidéo, ce que l'on retiendra, c'est que les Mavericks pour plusieurs raisons sont pas mal limités. Il y a le côté financier aussi, mais il y a aussi Luka, avec son profil peu défensif, ball dominant, qui réduit largement le nombre de joueurs auxquels tu peux l'associer. Donc pour répondre à la question du jour, non, je ne pense pas que Luka Doncic soit impossible à entourer. Ceci dit, je pense que ce sera très difficile pour Dallas, et si je ne propose pas mieux que Grant et Bamba, c'est que des pistes, j'en ai pas un millier non plus dans mes poches. Voilà pourquoi cet été, je pense dans le Texas, il faudra tenter des coups, mais vu la faible marge de manœuvre qu'a l'équipe, je pense que dans les bureaux, certains cerveaux vont sacrément fumer. Voilà pour ce qui est de Luka Doncic et du recrutement des Mavericks, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Ça vous a plu mes pistes? Vous en pensez quoi? Bamba et Grant, ce sont des bonnes idées ou pas du tout à vos yeux? Et vous, à Dallas, quel joueur, réaliste bien sûr, imaginez-vous le mieux fité aux côtés de Luka? Dites-moi tout ça en commentaire, on a peut-être des accords, des désaccords, et ça me fera vraiment plaisir de lire tout ça. Donc vraiment, quoi que vous pensiez, allez-y, lâchez-vous dans la section com, j'ai envie que ça débatte fort. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube. Et gros merci à tous ceux qui soutiennent sur Twitch ou sur Tipeee, ça pousse tous mes projets de l'avant. S'il vous plaît, n'arrêtez jamais. Et vous, si vous voulez les rejoindre vous aussi, vous trouverez toutes les infos dans la description. A très vite.